Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que votre semaine démarre bien. Moi ça va, je suis un peu fatiguée parce que j'ai pas très bien dormi hier soir. Mais à part ça, je ressens une extrême bonne humeur, genre je me sens trop heureuse. J'ai l'impression que j'ai clarifié tellement de choses et je sais pas, j'ai une vision très positive de l'année à venir, je le sens bien. Donc je me connecte à cette vibe d'optimisme et de gratitude, c'est super cool. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'est venu en tête, en fait, récemment. Je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, il y a une espèce de rétrospective à 2016, où est-ce qu'ils en étaient en 2016 versus où ils en sont maintenant. Et initialement, je voulais pas la faire parce que j'ai regardé dans mon téléphone vite fait et j'avais 0 photo de 2016. Mais je me suis quand même demandé où est-ce que j'étais en 2016, quoi. Où est-ce que j'étais il y a 10 ans. Et du coup, je suis allée fouiller dans mon Facebook et j'avais écrit un article entier bilan de 2016. Et finalement, j'ai fait ce post. Et en fait, honnêtement, je l'ai fait plus pour moi que pour qui que ce soit d'autre parce que c'était hyper émouvant de me reconnecter à cette personne que j'étais il y a 10 ans. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de bilans en fait. Je suis pas nostalgique, genre le passé me manque pas particulièrement. Je suis plutôt tournée vers le futur. Mais j'avoue que ma vision du futur, elle est vachement ancrée dans ce que j'ai appris du passé. J'analyse énormément, je collecte des datas, je fais beaucoup de prise de conscience de ce qui a pu avoir lieu et a pu être. Et je pense que c'est ce qui permet d'avancer. Bref. Et donc du coup, je regarde les photos, je relis cet article et je me dis waouh, 2016, c'était quand même une année très importante parce que 2016, c'était l'année avant que tout bascule pour moi. Parce que 2017, c'est mon année charnière. C'est vraiment the année où j'ai quitté une relation difficile, je me suis lancée en sexualité alors que j'en parlais jamais avant. J'ai commencé à m'intéresser à la sexualité sacrée. 2017, c'est là où mon business a commencé à exploser et puis il s'est cassé la figure en 2018. Je me suis retrouvée endettée. Et donc 2017, c'était cette espèce de pic d'expérience ouf. Et puis 2018, c'était bam! La meuf, elle se retrouve super endettée, elle a plus d'argent, elle peut plus acheter de courses. J'habitais à Londres, j'ai dû déménager à Porto, au Portugal. Enfin, j'ai pas dû, mais j'ai choisi de déménager à Porto, au Portugal. Et j'ai passé les années ensuite à me reconstruire, à me refaire. Et donc pour moi, 2016, c'est l'année avant tout ce drama, quoi. C'est l'année avant tout ce drama et c'est l'année de l'insouciance. Je relisais l'article et je me disais waouh, j'avais tellement de légèreté, j'étais tellement insouciante, j'avais pas souffert autant que ce que j'ai pu après. Alors j'étais dans une relation toxique, mais je ne m'en rendais pas vraiment compte, donc je pouvais pas dire que je souffrais, puisque t'as pas le recul, t'es dedans. Et dans mon business, c'était léger, je créais ce que j'avais envie de créer, comme j'avais envie de créer. Bien sûr, j'avais mes doutes, c'était que ma deuxième année où je vivais de mon entreprise, on va dire. Donc bien sûr, j'avais mes doutes, bien sûr, j'avais mes questionnements, bien sûr, j'étais tout bébé Livia à me chercher, mais il y avait un côté tellement léger et insouciant. Et quand je vois les années qui se sont passées, en fait, c'était des années de gros apprentissages. C'était des années de gros prise de conscience, on te remet bien humble. On te fait réaliser que non, t'es pas la queen du monde, t'es humaine et terrienne, donc tu vas te calmer et tu vas apprendre tes leçons encore et encore et encore pendant des années. Et les leçons de cette période, je continue de les intégrer encore aujourd'hui. Donc voilà, tout ça pour dire que ouais, je me suis connectée à cette insouciance et je me suis dit c'est fou parce que maintenant, je sens que dans mon corps, elle n'est plus aussi présente
Clairement, j'ai perdu cette insouciance et j'ai une forme de vigilance qui borde sur l'hypervigilance. Et donc, j'étais en train de me dire, ok, j'aimerais retrouver cette insouciance. Alors, pas totalement, mais un entre-deux entre l'hypervigilance et l'insouciance. Comment l'expliquer? C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est comme si je calculais tout, mais pas, entre guillemets. J'étais tout le temps en train de réfléchir. Ok, est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Si je fais ci, qu'est-ce qui se passe? En fait, je rumine beaucoup plus qu'avant. En 2016, je réfléchissais pas trop, hein. J'avais une idée, je la faisais. Après, ça a eu des conséquences plus ou moins positives, mais je ruminais beaucoup moins. Et là, en fait, à chaque fois que je prends une décision, à chaque fois que je décide de créer quelque chose, il y a toujours ce moment où je pèse le pour et le contre et où j'analyse et où je me dis, ok, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et surtout, je passe en vrai beaucoup de temps dans mon corps. Comme je disais dans l'épisode précédent, je passe énormément de temps à me demander si cette voie-là, il est juste. Et c'est bien, dans un sens, parce que je suis beaucoup plus ancrée, posée, mesurée qu'avant. Avant, on pourrait me décrire comme une petite fofolle, quoi. J'allais dans tous les sens. C'était bien, franchement, je respecte cette personne que j'étais, je la kiffe. Mais j'allais un peu dans tous les sens. J'étais en mode, yeah. Là, je suis vachement plus posée, ancrée, structurée, organisée. Et il y a quelque chose de vraiment carré dans ma façon de fonctionner. Et je me disais, j'aimerais trouver un peu de l'insouciance et me retrouver un peu entre les deux. C'est-à-dire garder la structure et garder cette façon de prendre des décisions qui sont stables, qui sont claires, qui sont régulées, avec un système nerveux calme, voilà. Et en même temps avoir ce petit grain de folie de dans le doute, fais n'importe quoi. Ça, c'était ma devise. C'était dans le doute, fais n'importe quoi. Tu doutes, fais juste n'importe quoi. Et aujourd'hui, je fais pas n'importe quoi. Voilà. En quoi ça vous concerne? Parce que je parle de moi, mais en quoi ça vous concerne? En fait, j'y ai pensé aussi parce que cette notion d'hypervigilance, elle est très présente chez mes clientes. Dans le temple, notamment, elle se développe avec les épreuves du passé, en fait. Quand on a eu, et moi je la vois dans mon entreprise, mais on peut la voir dans nos relations amoureuses, on peut la voir dans nos sexualités, on peut même la voir dans nos amitiés, on peut la voir dans nos relations pro. Et moi, me suis sentie tellement échaudée, c'est un peu échaudée, craint l'eau froide. Et je travaille avec beaucoup de personnes qui ont été échaudées. Je travaille avec beaucoup de personnes qui ont souffert et qui ont eu des moments de difficulté et qui du coup se disent ouais, tranquille, je vais pas me surexposer et me réexposer. Et je le vois notamment pour mes clientes qui ont envie de rencontrer l'amour et de rencontrer des nouvelles personnes ou qui ont envie d'avoir des relations intimes avec leur partenaire plus profondes. Cette couche d'hypervigilance fait que on est toujours un peu sur le qui-vive, on fait attention, même si c'est pas hyper flagrant, c'est pas non plus on est des robots et on calcule tout, mais c'est plus une certaine retenue, une certaine réserve où on va observer avant d'agir, on va peser un peu ce qu'on fait. C'est pas un manque d'authenticité, je pense pas que c'est un manque d'authenticité, je pense qu'on est dans notre authenticité, mais justement on réfléchit à qui y a accès et dans quelle mesure. Et je vois avec mes clientes que cette hypervigilance-là les fait passer à côté de certaines expériences en fait. Ça les fait passer à côté de faire des choses qui seraient des surprises dans leur vie. Parce que forcément, si tu es hyper vigilant, tu vas pas trop prendre des risques qui t'éloignent de ce à quoi tu es habitué. Tes amis vont te dire viens, on part en randonnée 5 jours dans cet endroit que tu connais pas du tout, avec des gens que tu connais pas du tout. Ton réflexe va être ouais, non. Ouais, non, flemme. Tu vois, ou ce genre de choses. Et comment on navigue ça? Comment on quitte cette hyper-vigilance pour aller vers quelque chose de plus fluide? L'hypervigilance, si vous avez lu mon livre, c'est lié surtout au 4e archétype, la sage. C'est un peu lié aux limites, un petit peu lié aux limites, mais je trouve que c'est surtout lié à la sage. Et en fait, la sage, dans mon livre, Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée, j'en parle. Et dans mon programme, Le Temple, on en parle aussi. La sage, c'est quelqu'un qui a connu 1000 vies. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui sait. Et donc la sage, quand elle est dans son essence, elle sait. Elle est sûre. Elle est sûre de ses choix, elle est sûre de qui elle est. Et aussi, elle n'a pas peur de construire et de détruire. Elle n'a pas peur de prendre des risques, elle n'a pas peur de faire des choses qui sont pas ce qui est attendu d'elle. Elle s'en fiche. Son engagement est envers la vérité avec un grand V. Son engagement n'est pas envers faire ce qu'il faut, plaire aux gens. Elle s'en fout. Son truc, c'est « je sais ». Et quand on est dans l'hypervigilance, on est dans une hyper-réaction, ce qu'on appelle une hyper-réaction de la sage. C'est-à-dire qu'on est dans du contrôle. On est dans du contrôle, on est dans de la maîtrise, on essaie de sécuriser le périmètre pour qu'il ne nous arrive rien de mal. Ça fait sens parce que quand par le passé il nous arrivait des choses difficiles, on se dit ouais non flemme, pas envie que ça se reproduise. Cependant, la sage quand elle est régulée, elle n'est pas dans le contrôle, elle n'est pas dans l'hypervigilance, elle est dans la confiance totale. Elle a confiance en elle et elle a confiance en les autres. Comment elle fait pour avoir confiance en les autres ?
elle a confiance en son discernement. Et c'est ça qu'on va travailler pour quitter l'hypervigilance, se rapprocher de l'insouciance sans tomber littéralement dessus. C'est avoir une confiance extrême en notre propre discernement. Donc notre sage, par contre, quand elle est en hyporéaction, disons que l'hyperréaction, c'est la réaction haute, la réaction intense, et l'hyporéaction, c'est la réaction basse, la réaction sans beaucoup d'énergie. Quand elle est en hyporéaction, elle se fait manipuler, c'est-à-dire que d'autres personnes vont décider à sa place. Et donc moi, clairement, ma sage, elle a été en hyporéaction quand j'étais en couple, dans une relation toxique, parce qu'il y avait de la manipulation, dans le sens où mais même mes propres pensées n'étaient pas claires. Et donc pour surcompenser ça, je suis devenue vachement vigilante. Ou des fois, on peut devenir vachement vigilante et puis aller dans l'extrême et avoir aucune limite parce qu'on se dit de toute façon, je contrôle rien. En fait, très souvent, quand on n'est pas au centre, qu'on n'est pas dans l'essence, on ballotte entre les extrêmes. On va être soit hyper vigilant, soit avoir aucun discernement. Et donc moi, quand je suis devenue célibataire après, franchement, je ballottais entre les deux. Bref. Et donc du coup, ce qu'on va travailler pour arriver au centre, c'est la confiance. C'est la certitude et c'est le discernement. Et du coup, mon invitation pour vous, c'est de réfléchir à comment vous pouvez arrêter de tout essayer de contrôler, tout essayer de baliser, et à la place vous faire confiance. Faire confiance à votre propre jugement, faire confiance à votre discernement, faire confiance en vos choix. Même quand ils sont fous, en fait. C'est comme si, avant, dans l'insouciance, on allait prendre des choix fous et risqués sans aucune conscience du danger. Donc ça, c'est genre... il y a une falaise, elle fait 50 mètres de haut, il y a des rochers en bas, et je me dis, je m'en fous, je saute. Meuf, tu peux mourir, ok? Et l'hypervigilance, c'est, il y a une falaise, elle fait 5 mètres de haut, c'est l'eau est claire en bas, clairement, il n'y a pas de danger outre mesure, t'es là, non, flemme, je n'essaie même pas de sauter, je n'essaie même pas. Le discernement et la confiance, c'est entre les deux. C'est, j'observe la falaise, ok, c'est pas le truc le plus sécurisé de la Terre, fine, elle fait, j'en sais rien, entre les deux, 8 mètres de haut, les gens sautent, ça a l'air de leur faire un kiff d'adrénaline. Tu sais quoi, j'y vais. Oui, il y a un risque. Non, je suis pas safe à 100%. Mais en exerçant mon discernement et en ayant complètement confiance en moi, j'y vais. Et ça, c'est beaucoup plus stable et pérenne que de ne pas y aller du tout ou d'y aller dans tous les cas. Vous voyez ? Et c'est un petit peu lié aux limites parce que les limites, c'est notre deuxième archétype, la gardienne de la porte, qui va nous dire « je laisse rentrer ce qui est bon et je ne laisse pas rentrer ce qui n'est pas bon ». Quand on est en hypervigilance, on a aussi des limites hyper rigides. On ne laisse rien rentrer. Mais si tu ne laisses rien rentrer, tu ne laisses pas non plus rentrer ce qui est bon pour toi. Tu ne laisses pas non plus rentrer ce qui est bon pour toi. Puisque tu laisses rien rentrer, donc t'as même pas les surprises. Tu vois, t'as pas le petit côté fun, le petit côté adrénaline, tout est balisé. Et en fait, mon invitation pour vous, c'est de vous dire, ok, j'arrête de baliser, j'enlève les barrières, je les enlève toutes, j'arrête de baliser, je mets une porte, j'enlève toute la clôture, ok, je remets une clôture, mais cette fois, je mets une grande porte, et c'est la porte du discernement. Je choisis ce qui rentre, je choisis ce qui rentre pas, et je choisis en quoi j'ai confiance et je choisis là où je vais pas. Je vais essayer de donner un exemple plus concret parce que je pense que c'est un peu abstrait. Par exemple, peut-être votre vie, elle est déjà cadrée. Je vais prendre la mienne. J'ai mon travail, mon chéri, mon bébé, ma maison, mes chiens. J'aime lire, j'aime écrire. Voilà, c'est mon quotidien. C'est quasi toujours comme ça. Et il n'y a pas grand-chose qui s'y rajoute tellement. Mais par exemple, je pourrais me dire, la dernière fois, je passe devant un truc et je vois qu'il donne des cours de jiu-jitsu brésilien. Et je me dis, mais ça serait super fun de faire du jiu-jitsu brésilien. Why not, tu vois? Et j'envoie la photo à mon mec parce qu'à un moment, il m'en avait parlé. Et en fait, j'ai entretenu l'idée de me dire, mais ouais, je pourrais faire quelque chose qui a rien à voir avec rien de ce que je fais. Why not? Pourquoi pas? Ce petit côté insouciant, ce petit côté nouveau, ce petit côté créatif, risqué. Franchement, je pense que la plupart d'entre nous, à partir d'un certain âge, nos vies sont hyper cadrées. Et donc, j'étais en train de me dire, why not? Et je me suis imaginé aller dans les cours, peut-être le samedi, j'en sais rien, m'amuser, why not? Sortir un peu de ce à quoi je suis habituée. Ou bien, je sais pas, pour le fun, là... C'était censé être un secret, mais en fait, comme je raconte ce qui me vient, je suis en train de créer une appli pour mes clientes. C'était censé être un secret parce que j'ai pas fini, donc je vais leur dire, mais bon, elles l'apprennent en même temps que vous. Mais je leur donnerai les détails, je donnerai pas les détails ici. Je suis en train de créer une appli pour mes clientes, donc mes clientes du temple, pour améliorer leur expérience. Et une appli super fun, une appli super marrante. Genre vraiment, je sais pas, c'est vraiment parce que ça me fait kiffer. Et en fait, je me dis, mais c'est trop cool, il y a un côté tellement... Je suis pas obligée de le faire. Et je vous le dis, j'ai un énorme sourire. Je suis pas obligée de le faire du tout. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas une obligation. Mais je le fais parce que ça a l'air juste fun, juste envie, en fait. Why not? Et
dire oui aux choses. Il y a Shonda Rhimes qui a son livre The Year of Yes, je crois. Je l'ai pas lu, mais le concept, c'est tu dis oui. Why not? Parce que je pense qu'on a vraiment ce truc de ouais, parce que j'aurais pu me dire pour l'appli, ouais, mais non, on va prendre le temps, on va attendre, on va calculer. Non, j'ai trouvé un truc qui fait des applis super simplement. Je me suis dit, meuf, allons voir. Et j'étais comme ça en 2016. Un autre truc que j'ai fait le week-end dernier, ça je peux vous l'annoncer même si c'est pas tout à fait en place, j'ai lancé une chaîne YouTube. La meuf, elle s'est dit, ouais, vas-y, je fais une chaîne YouTube. En fait, pour l'instant, tous les épisodes de podcast sont sur YouTube. Donc, si vous écoutez là, vous pouvez écouter sur YouTube. Et si vous écoutez sur YouTube, je parle de vous. Et en fait, ça faisait 2 ans que on en parlait avec mon équipe, de mettre des podcasts sur YouTube. Il y a des gens qui écoutent des podcasts sur YouTube, mais on se disait, ouais, mais ça va prendre du temps. Mais si on veut faire ça bien, avec des visuels comme ci, comme ça va prendre du temps. Et puis, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'en fait, il y avait des méthodes pour mettre le podcast facilement sur YouTube, genre sans que j'ai rien à faire. Et puis, il s'avère que l'appli qu'on utilise pour héberger le podcast a une fonctionnalité qui permet de poster les épisodes directement sur YouTube. Je le savais, mes assistantes le savaient, mais on a juste parqué ça parce que c'était pas exactement ce qu'on voulait. C'était pas, voilà, ça avait pas exactement le format qu'on voulait et tout. Je suis retournée dessus, je me suis dit, c'est quoi meuf? Fais ça seulement. On s'en fout! On s'en fout, on s'en fout. Et donc du coup, je crois qu'on était samedi soir. J'aime bien travailler le week-end. Je sais pas, je trouve que tout le monde est calme le week-end et donc j'aime bien. Et dans des samedis soirs, j'ai fait la manip en même pas 20 minutes. J'ai fait un visuel. Ouais, je crois qu'en tout, ça m'a pris. Donc ça m'a pris 30 minutes pour faire des recherches, 30 minutes pour le faire. Et tous les podcasts sont sur YouTube. Et à chaque fois qu'on en publie un nouveau, il est sur YouTube. Alors, c'est pas encore optimisé. Il faut qu'on passe derrière pour les mettre dans l'ordre. Ils sont pas dans l'ordre. Il faut qu'on passe derrière pour revoir les titres, les descriptions, tout ce que tu veux. Mais c'est putain de fait, quoi. C'est putain de fait. Et en 2 jours, je vois que une des vidéos, elle a déjà 300 ou 400 vues. Vous réalisez? 300 ou 400 personnes qui ne suivaient pas ce podcast, ni d'Adam, ni d'Ève, qui savaient même pas qu'il existait, sont tombés sur des vidéos. Et ils sont tombés dessus de façon random, parce que c'est pas comme si c'était rangé, c'est pas comme si... Voilà, c'est juste, ils ont sûrement fait une recherche, Google, et ils sont tombés dessus. Et je me suis dit, mais quelle grâce! Quelle grâce! C'est génial! Autre exemple, comme vous savez, mon point faible en sexualité, c'est que je suis nulle à initier le sexe. Mais je vais arrêter de dire que je suis nulle. J'apprends, je m'améliore avec le temps. C'est pas hyper fluide pour moi parce que je suis hyper maladroite, hyper awkward, comme on dit. Et ça a été un changement hyper intéressant pour moi et pour notre couple. J'ai commencé à me dire, mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous que je fasse ça correctement ou bien ou d'une façon sexy ou sensuelle. Je suis qui je suis. J'ai toujours été maladroite sur ce truc-là. J'ai pas de game. Je suis pas forte en séduction. C'est pas mon truc. Je suis trop directe. Vous captez? Je suis trop littérale. Alors c'est excellent quand on a un podcast sur la sexualité, mais je dis littéralement les choses. Et donc je me suis dit, tu sais quoi? Je vais juste dire à mon mec, hey, ça t'intéresse qu'on fasse du sexe maintenant? C'est tout. T'as du temps? T'es dispo? On y va? Et je le fais à ma sauce. Il y a des trucs qui me font me sentir à l'aise, par exemple, j'aime bien qu'il y ait de la musique, j'aime bien des massages, des trucs comme ça. Mais je fais ça. Je m'en fous. Et donc cette année, je pense qu'il y a ce switch qui a eu lieu, mais au fil des semaines, c'était de me dire de plus en plus, mais why so serious, tu vois? Pourquoi être aussi sérieux? Pourquoi vouloir faire les choses aussi, entre guillemets, bien? Pourquoi pas juste faire n'importe quoi et voir ce que ça donne? Sachant qu'on va pas faire n'importe quoi en mode c'est de la merde, on va faire du mal aux gens. C'est juste, sortons un peu de cette espèce de cadre qui est balisé, qu'on a mis en place pour nous protéger de choses difficiles par le passé, mais des choses qui ne sont plus d'actualité, des choses qui sont plus là, qui sont plus présentes. Et pour certaines de mes clientes, ça va être aussi simple que secouer un peu le cocotier, quoi. Ça va être aussi simple que de dire « Non mais meuf, fais ça, teste, essaie ». Je disais dans l'épisode précédent, j'ai beaucoup de clientes qui, elles ont ça sur le fait de poster sur Instagram. Juste essaie, teste, essaie, et puis tu vas t'améliorer avec le temps, et puis tu vas analyser, et puis, mais dans le doute, fais n'importe quoi. Et donc, pour certaines personnes, ça va être juste un petit défi qui va leur faire « Vas-y ». Ça va être, au lieu de faire ce chemin pour aller au travail, fais un autre chemin. Au lieu d'y aller en vélo, vas-y à pied. Fais un coucou à ton voisin sexy. I don't know. Ça va être des petites actions comme ça qui vont permettre de sortir de cette hypervigilance. Et pour d'autres, il va falloir qu'on résolve du trauma. Dans certains cas, cette hypervigilance, elle est tellement ancrée que c'est une réaction traumatique. Et c'est ok, on peut faire ça. On sait faire ça très bien dans l'équipe. Auquel cas, on va enlever les couches de trauma et rassurer le corps qu'il est en sécurité. Donc ça, on le fait avec des méthodes qui ressemblent à ce que j'ai dit dans l'épisode précédent sur le fait d'écouter son corps. Ça ressemble, c'est un peu plus subtil, mais ça ressemble. Et on va aller résoudre le trauma qui fait que tu te protèges à ce point-là. Par exemple, quand on a du stress post-traumatique, c'est souvent ça. Ça ressemble énormément à de l'hypervigilance. Quand quelque chose de grave vous est arrivé ou quelque chose de très impactant, parce que des fois, les choses peuvent paraître peu graves de l'extérieur, mais vous ont profondément impacté. Donc, c'est très subjectif à vous.
Personne ne peut savoir comment ça vous a impacté. Quand des choses très impactantes vous sont arrivées, c'est normal que vous mettiez une couche de protection. C'est logique. Et donc, on va avoir ce réflexe un peu de chat échaudé, en mode pourquoi tu me touches? Pourquoi tu m'approches? Non, 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 non. Je reste dans ce cadre est sécurisant. Dans ce cadre, je suis vivante, je vais pas mourir, il faut me laisser. Et pour retrouver un peu de fluidité, de flexibilité, bouger un peu dans sa vie, avoir plus d'options, on va devoir enlever le trauma, résoudre le trauma. Et résoudre le trauma, c'est écouter les sensations corporelles, échanger avec elles, on va dire, pour voir de quoi elles auraient besoin pour se sentir en sécurité de façon pérenne. Donc parfois, oui, parfois on doit résoudre du trauma pour arriver à ce niveau, non pas d'insouciance, mais j'essaie de trouver le mot entre insouciance et hypervigilance. De légèreté, voilà, de l'hypervigilance à la légèreté, je pense qu'on va dire ça. L'insouciance, c'est l'autre extrême. Je serais probablement jamais insouciante, c'est mort. Je l'étais déjà pas tant que ça quand j'étais petite, je les suis devenue un peu dans ma vingtaine, et puis j'ai été calmée rapidement, donc je ne deviendrai probablement jamais totalement insouciante. Mais je pense qu'il y a un chemin de légèreté qui est possible pour nous tous et nous toutes, si on lâche l'un et si on lâche l'autre. C'est-à-dire que si on lâche l'hypervigilance et le désir de tout contrôler, et si on lâche l'insouciance où, en fait, on ne prend aucune responsabilité et on laisse les autres ou la vie ou je ne sais quoi nous balloter à droite à gauche, en fait. Et pour moi, cette légèreté ressemble à ça. Elle ressemble à de la surprise, elle ressemble à du test, elle ressemble à des essais, elle ressemble à se tromper, elle ressemble à dire des conneries, elle ressemble à faire n'importe quoi. Ça me fait penser à, j'écoutais un podcast d'une femme qui s'appelle Leila Hormozi, qui est assez connue sur les réseaux parce qu'elle a un gros business avec son mari sur la vente. C'est un peu controversé leur truc, ils disent souvent des conneries, mais bon. En même temps, elle est très bonne manageuse, donc j'apprends beaucoup. Elle m'a beaucoup appris pour gérer mon équipe avec beaucoup d'humanité, donc moi je prends ce qui me va et je laisse le reste. Et à un moment, elle disait que elle avait très peur de parler en public. Elle a hyper peur de parler en public, ça la paralysait. Et donc elle s'est dit, c'est quoi le truc le plus dingue que je peux faire, que même mon cerveau va me dire, mais tu fais de la merde, meuf. Qu'est-ce qui te prend? Et donc elle a passé une semaine à dire joyeux anniversaire à tous les gens qu'elle croisait. Genre dans la rue, dès qu'elle croisait quelqu'un, elle disait joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et en fait, tout le monde la regardait en mode, mais c'est qui cette meuf? Elle est folle ou quoi? Elle est ouf. Et en fait, ça l'a complètement libérée. Forcément, au début, son cerveau lui disait putain, chaud, chaud, chaud. Mais à force, il y avait une certaine légèreté. Et je le vois avec ma fille aussi. Ma fille, elle adore les gens. Elle est hyper sociable. Clairement beaucoup plus que moi. Et dans la rue, elle dit bonjour à tout le monde. Bonjour, ça va? Bonjour, t'es jolie, bonjour. Elle a fait des grands signes, elle dit bonjour et tout. Et en fait, je vois ce que cette légèreté apporte autour d'elle. C'est trop drôle. Les gens, ils sourient, ils lui font des coucous, ils sont surpris. Il y a des gens, ils s'arrêtent en mode, c'est à moi qui parle. Tu sais, elle va tendre le bras, elle va faire bonjour devant les gens. Et les gens, ils sont là en mode, mais elle me parle à moi. Ah, ok, ben bonjour. Et j'adore. Je trouve que c'est trop marrant, ce niveau de légèreté, ce niveau d'être connecté à la vie, mais en mode comme une petite plume dans le vent. J'aime bien. Voilà. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous. C'est pas trop, je veux dire, le podcast, il est pas en mode allez faire ci, allez faire ça, conseils concrets et tout, mais c'est plus pour instiller une réflexion dans votre esprit et pour vous rappeler les deux extrêmes et le niveau du milieu, en fait. La première chose à faire, c'est s'observer. C'est juste avoir un regard sur soi-même et sur sa vie, se dire, ok, là, est-ce que je suis dans l'hypervigilance ou pas? C'est-à-dire, est-ce que j'essaie de tout contrôler, tout baliser pour que rien de grave ne m'arrive? Auquel cas, on va éviter. Ou est-ce que je suis dans la totale insouciance, où je suis même pas en train de discerner ce qui est bon, ce qui est mal, et je me laisse balloter par autre chose dans la vie? Comment je peux aller au milieu et trouver juste de la légèreté qui s'ancre dans un certain discernement, qui s'ancre dans des limites qui sont bien placées, dans lesquelles on se sent en sécurité, on se sent à l'aise, on se sent ancré. Pour moi, la légèreté, elle va avec l'ancrage, elle va avec le fait de se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau. Mais il y a un peu une danse là-dedans. Il y a le fait de bouger son corps. La légèreté, c'est quoi? La légèreté, c'est, je sais pas, je me rappelle quand j'étais, je sais pas où, plus jeune, j'allais dans des magasins et quand il y a de la musique, je dansais, je m'en foutais de qui regardait. De toute façon, ils me connaissent pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, j'adore danser. Et je danse d'ailleurs beaucoup moins, et ça, c'est une chose que je veux récupérer cette année. Je veux vraiment danser de nouveau. D'ailleurs, je vais peut-être chercher un cours de danse, en fait, parce que j'ai trop envie. Et quand on a du mal à danser en général, c'est parce qu'on s'imagine les gens qui nous regardent. On veut être un peu vigilant, contrôler le regard qu'il y a sur nous. Mais dans les faits, tout le monde peut danser. Je veux dire, tout le monde, tu mets la musique, vous faites bouger vos bras, vos hanches, vos jambes, vous faites ce que vous voulez, vous allez danser. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de danser. Bon, sauf si vous faites du ballet ou ce genre de truc. Bref. Mais il y a cette légèreté à se dire, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Whatever. Qu'est-ce qui va se passer de grave? Genre, la plupart du temps, pas grand-chose en fait. Voilà, donc cet épisode, c'est mon invitation pour vous à trouver le chemin du milieu, voir comment lâcher un peu d'hypervigilance, arriver à
ajouter une petite dose d'insouciance, pas trop, et arriver à la légèreté. Ok, comme d'habitude, si vous avez envie de travailler sur ça, je serais ravie de vous accueillir dans le temple la prochaine fois qu'on ouvre les portes. Vous pouvez regarder la page de vente, elle est normalement dans les notes pour pouvoir un peu vous imprégner de ce que le programme est. Et sinon, il me reste une place en coaching privé. J'attends avec impatience ma prochaine cliente. Ça fera que je suis à 4 et j'ai trop hâte. J'aime trop le travail qu'on fait ensemble. Hier, je parlais avec une de mes clientes et on avait commencé un travail très sexo, puis très relationnel. Et là, sa vie, grâce aussi, entre autres, mais surtout grâce à son travail, mais grâce aussi au travail qu'on a fait ensemble, a beaucoup changé, évolué. Et quelle grâce de l'accompagner dans ça. On va faire 1 an de coaching ensemble. C'est une de mes clientes qui a renouvelé. Et je me dis, mais quelle grâce de l'accompagner dans tous ces changements de vie et toutes ces évolutions. J'adore ça. J'adore le temps long. Dans le temple, il n'y a pas de limite de temps. Et mon coaching, c'est 6 mois qu'on peut renouveler. Et là, pour l'instant, sur les 4 que j'ai, il y en a 3 qui ont renouvelé. Et c'est juste génial. Parce que, en fait, ce qui est trop intéressant, c'est que ma porte d'entrée, c'est la sexualité et la sagesse du corps et le travail avec le corps. Mais en vrai, on parle de tout. Avec mes clientes, on parle business, on parle argent, on parle parentalité, on parle grossesse, on parle rupture, on parle mec, on parle meuf, on parle voyage, on parle oser lancer un projet créatif, on parle jardinage. Enfin, je veux dire, on parle de absolument tout ce qui compte pour vous, parce que déjà, moi, je m'intéresse à un tas de sujets. Je pense qu'on pourrait dire que je suis multipotentielle, même si je me suis jamais sentie à l'aise avec ce mot parce que j'avais l'impression que tout le monde l'était. Mais une de mes copines m'a dit que c'était pas le cas. Je fais, ah, ok. Je lui disais, mais multipotentiel, c'est un mot qui sert à rien. Tout le monde n'est pas comme ça. Elle m'a dit, non. Je fais, ah, ok, bon. Donc, moi, j'adore parce que je m'intéresse à plein de sujets et je m'y connais très bien dans plein de sujets. C'est juste que ma priorité, ma porte d'entrée, c'est la sagesse du corps. Donc, si vous voulez pas travailler avec le corps, c'est compliqué de travailler avec moi parce que je vais faire mon max pour vous ramener dedans. Par contre, si vous avez envie de travailler avec votre corps, même si vous avez du mal au début et pour l'instant, ensemble, on va aller regarder. C'est toujours ce que je dis à mes clientes, on va aller regarder. Mais ouais, je suis trop contente de voir mes clientes évoluer sur la durée, c'est trop génial. Et donc, il me reste une place. Peut-être que c'est pour vous qui m'écoutez. C'est un privilège de faire ce travail avec vous. Donc voilà, j'ai très hâte d'échanger avec certains d'entre vous. Et dans tous les cas, si cet épisode vous a plu ou que vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Instagram, Olivia Quero, ou par email, hello@liviaquero.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter, liviaquero.com/message. Oui, je connais tous mes liens par cœur. Abonnez-vous à la newsletter, c'est là que j'écris de plus en plus. J'étais un petit peu plus en ralenti en janvier, mais là, je vais reprendre plus assidûment. En général, j'écris entre 3 et 5 fois par semaine. Donc, c'est le genre de newsletter qui vous accompagne vachement au quotidien. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!